Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Aujourd'hui on retourne sur un sujet assez intéressant, même si c'est pas vraiment un item de collège, mais c'est une notion de physiologie qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre, parce que ça permet de débloquer pas mal de choses. Donc aujourd'hui on va en parler, et du coup ce sujet, vous l'avez vu dans le titre évidemment, c'est l'aldostérone. L'aldostérone, la suite finale on va dire du système rénine-angiotensine-aldostérone qu'on avait déjà évoqué dans un épisode précédent. Aujourd'hui, on va le revoir, mais vraiment gros focus sur l'aldostérone. On va le voir beaucoup plus en détail. On va réutiliser l'analogie du système de chauffage que j'avais brièvement évoqué dans l'épisode sur le système rénine-angiotensine-aldostérone. Et aujourd'hui, du coup, on va le reprendre, on va le voir en plus en profondeur pour vraiment comprendre l'aldostérone. Donc dans le dernier épisode sur ce système rénine-angiotensine-aldostérone, on l'avait simplifié le système de chauffage en gardant un seul tuyau d'eau chaude. En réalité, cette fois-ci, on va en avoir deux. Deux tuyaux, deux compartiments. Donc un tuyau d'eau chaude qui permet de gérer la chaleur et un tuyau d'eau froide juste à côté. Et entre les deux, il y a une paroi qui les sépare et cette paroi, elle possède des vannes. Des vannes qu'on peut ouvrir ou qu'on peut fermer. Et ces vannes permettent de laisser passer l'eau chaude vers le tuyau d'eau froide, et comme ça on réchauffe le système. Et pour gérer toutes ces vannes, on a un courant électrique à l'intérieur de la paroi. Donc déjà sur notre tuyau, il faut savoir, c'est classique, on est tout à la fin du tuyau. La régulation du système, elle se fait tout au bout du tuyau. Comme l'aldostérone agit sur la fin du néphron, donc sur le tubule contourné distal et sur le canal collecteur. Bon, comment ça fonctionne ? Si on reste sur notre système de chauffage et dans notre tuyau d'eau froide, ce qu'on veut c'est réchauffer l'intérieur du tuyau. Et pour ça on a deux possibilités. La première c'est d'apporter plus d'eau chaude dans le tuyau, donc ça va chauffer l'eau. Et la deuxième possibilité c'est de retirer de l'eau froide de notre tuyau. Et comme ça on garde principalement l'eau chaude. Et pour réussir à faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un courant électrique dans la paroi qui va modifier les vannes entre les deux tuyaux, entre les deux compartiments. Donc ce courant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va permettre d'ouvrir plus de vannes et va leur permettre d'être ouvertes en grand. Comme ça nous fait un échange. Par certaines vannes, l'eau chaude va être envoyée dans notre compartiment et par certaines autres vannes, l'eau froide va être récupérée par l'autre tuyau. En fait, c'est un échange bidirectionnel qui permet de réguler la chaleur de notre système. Si on reprend l'aldostérone, c'est pareil. Donc là, l'aldostérone, elle est imagée par le courant électrique. C'est elle le courant électrique. Elle va se fixer sur son récepteur au minéralocorticoïde à l'intérieur des cellules épithéliales, dans la paroi entre les deux compartiments. Une fois le récepteur activé, ça va stimuler le nombre et l'activité des canaux ENaC, comme le courant augmente la taille et le nombre de vannes ouvertes. Et elle envoie de l'eau chaude dans notre compartiment. Donc elle réabsorbe le sodium. Donc ça envoie l'eau chaude dans notre compartiment. Envoie, ça commence par EN comme ENaC. Voilà, petit moyen mnémotechnique si vous voulez. Et cette réabsorption, ça permet d'augmenter la volémie. De l'autre côté, on a l'eau froide. L'eau froide, elle est récupérée par l'autre tuyau du coup. Et en fait, ça représente la sécrétion du potassium et de l'hydrogène. L'eau, elle est récupérée par l'autre tuyau, ça commence par R comme les canaux ROMCA. Ça permet la sécrétion du potassium. Et en fait, une fois qu'on a régulé notre chaleur, on peut désactiver tout ce système de chauffage. On arrête de sécréter la rénine, qui est transformée en angiotensine puis en aldostérone. Et au final, une fois que l'aldostérone a régulé la volémie, on arrête sa production pour rester à l'équilibre. Et si jamais on n'arrête pas la production d'aldostérone, on va continuer à sécréter du potassium et des ions H+, des ions hydrogène, ce qui va amener une hypokaliémie et une alcalose métabolique. Mais ça, on va le revoir un peu plus dans la pathologie. Donc là, on a vu le fonctionnement général de l'aldostérone. Ça stimule le nombre et l'activité des canaux ENaC, ce qui permet la réabsorption de sodium, et en parallèle, on a une sécrétion de potassium et d'hydrogène. Donc maintenant, on va regarder les mécanismes des pathologies liées à l'aldostérone. Donc déjà, l'hyperaldostéronisme. Déjà, ce qu'on veut, c'est différencier l'hyperaldostéronisme primaire et secondaire. Quand c'est primaire, c'est qu'on a une sécrétion d'aldostérone qui est excessive, sans forcément avoir une stimulation de la rénine. Alors que quand c'est secondaire, c'est qu'on a un facteur qui influence la sécrétion d'aldostérone qui est déréglé,
comme un hyperréninisme par exemple. Donc au final, quand c'est primaire, c'est l'électricité en elle-même qui est défectueuse, elle arrive en trop grande quantité, et ça ne s'arrête pas même si notre chauffage est bien régulé, ça continue. Alors que quand c'est secondaire, c'est la centrale nucléaire qui est à l'origine de l'électricité, qui va s'emballer, qui va créer trop d'électricité. Et donc dans ce cas-là, si on règle le problème de la centrale nucléaire, notre problème d'électricité va être réglé aussi. Là, le problème de l'hyperaldostéronisme, c'est qu'on envoie trop de chaleur. Le système va trop chauffer. On va réabsorber trop de sodium, on va augmenter trop la volémie. Et la volémie qui augmente en excès, ça amène une hypertension artérielle. Et aussi, du coup, petit aparté, l'hyperaldostéronisme, c'est la première cause d'hypertension secondaire. Et du coup, avec l'excès d'aldostérone, ça entraîne aussi une sécrétion excessive de potassium et d'hydrogène, ce qui mène à une hypokaliémie et une alcalose métabolique. Et en fait, en réalité, l'hypokaliémie, elle est présente dans 2/3 des cas. Elle n'est pas toujours là, mais dans la majorité quand même. Et en fait, en termes de symptômes maintenant, ça va nous donner une fatigue musculaire, une constipation, des crampes, un syndrome polyuropolydipsique, voire une arythmie si ça devient trop sévère. Le fait que le potassium soit sécrété dans les urines, ça fait qu'on a une kaliurèse qui est conservée. Et à côté, la natrémie, elle va augmenter par la réabsorption de sodium, elle va se rapprocher de sa limite supérieure, mais on n'aura pas forcément une hyperdatrémie. Ça, il faut pas se dire qu'on a forcément une hyperdatrémie quand on a un hyperaldostéronisme. Au niveau dépistage, pour dépister un hyperaldostéronisme primaire, il faut déjà qu'on ait un taux d'aldostérone qui est élevé en valeur absolue, et il faut aussi qu'on ait un rapport, le rapport aldostérone sur rénine, qui soit élevé. Parce que vu que l'aldostérone n'est pas sécrété par la rénine, on aura plus d'aldostérone par rapport à la rénine, donc le rapport il augmente. En termes d'étiologie, 2/3 des hyperaldostéronismes primaires vont être liés à une sécrétion bilatérale d'aldostérone, alors qu'un tiers sont liés à une sécrétion unilatérale par un adénome. En particulier, celui qu'on retiendra, c'est l'adénome de Cohn. Ensuite, l'hyperaldostéronisme secondaire, lui, il est principalement secondaire à une hypovolémie extracellulaire, à une baisse de la pression artérielle ou à une baisse de la perfusion rénale qui va stimuler la sécrétion de rénine et activer le système rénine-angiotensine-aldostérone. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est l'insuffisance hépatocellulaire. Étant donné que c'est le foie qui dégrade l'aldostérone, s'il n'est plus fonctionnel, on va avoir un hyperaldostéronisme avec une rétention hydrosodée. Ensuite, on a l'hypoaldostéronisme, et ça, sa principale étiologie, c'est l'hyperplasie congénitale des surrénales. C'est un bloc en 21 hydroxylase. Donc en fait, on a une mutation de la 21 hydroxylase qui est censée permettre la création d'aldostérone et de cortisol. Mais vu qu'elle n'est pas fonctionnelle, on va manquer d'aldostérone. Mais on peut aussi avoir un hypoaldostéronisme dans l'insuffisance surrénalienne qu'on appelle aussi maladie d'Addison, ou dans le cas d'un hyporéninisme qui va amener un hypoaldostéronisme. Bon, on arrive au bout, on va finir ce chapitre par 2-3 petites infos complémentaires. Donc l'aldostérone, elle est produite dans la zone glomérulée de la glande surrénale. C'est un minéralocorticoïde qui se fixe au récepteur au minéralocorticoïde. Et elle dérive du cholestérol. Donc elle est lipophile ou liposoluble comme vous préférez. Et elle est transportée par l'albumine. On a fait le tour de l'aldostérone. On a vu un peu son mécanisme et les pathologies, en particulier l'hyperaldostéronisme primaire. Mais grâce à ça, au moins, on est fixé. On sait comment ça fonctionne. Donc j'espère que ça vous a servi, que vous avez autant compris que moi, parce que ça m'a beaucoup aidé à comprendre notamment tout le système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc merci d'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite de bonnes révisions.